Salut à tous les Ecom French Touch, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on reçoit un invité de marque, on reçoit Franck. Salut Franck. Salut Roman. J'espère que tu vas bien. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Franck dans le sud et on va répondre aujourd'hui à la question, est-ce qu'il est encore possible de gagner de l'argent en dropshipping? Alors Franck, on a un usage, c'est qu'on laisse l'invité se présenter quand il vient sur la chaîne Ecom French Touch. Donc est-ce que tu veux te présenter pour notre communauté? Avec plaisir. Donc moi c'est Franck Oubre, vous me connaissez peut-être sûrement au travers de la chaîne Business Dynamite, qui est une chaîne qui est dédiée au marketing et notamment à la création de boutiques en ligne, que ce soit sur du dropshipping ou que ce soit aussi sur du e-commerce. Et peut-être que vous avez déjà vu ma tête aussi au travers d'un de mes autres projets qui s'appelle My Music Teacher, qui sont des cours de guitare sur internet. Ok, merci à toi d'être ici en tout cas. Donc on avait une question, est-ce qu'il est encore possible de gagner de l'argent en dropshipping? Et avant ça, je voudrais aborder un autre sujet, c'est qu'on a vu pas mal dans les médias et sur YouTube des articles qui décriaient finalement le dropshipping et qui citaient ça un peu comme une arnaque. Alors juste pour la petite info, nous on en a fait avec Maxime il y a quelques temps, ça ne nous correspondait pas vraiment, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment continué. Maxime a encore une petite boutique qui tourne en SEO en fond. Mais on n'est plus vraiment dedans. Du coup, toi, de quelle manière tu vois ça finalement et voilà, comment t'expliques finalement que le dropshipping soit autant attaqué? Alors effectivement, on a vu dernièrement beaucoup de choses au sujet du dropshipping, que ce soit dans les médias, à la télé, que ce soit dans les journaux, etc. Dernièrement, il y a plein d'articles, il y a eu des vidéos qui sont sorties à ce sujet, d'autres formateurs, d'autres personnes qui ont réagi justement au sujet du dropshipping. Et dans ces différents articles, on dit que le dropshipping, c'est le mal, c'est de l'arnaque, etc. Pourquoi on pense que c'est de l'arnaque actuellement? Parce qu'il y a plein de gens qui n'arrêtent pas de faire des boutiques en ligne, qui font des ventes et qui ne livrent jamais leurs clients et qui se barrent, ils ferment boutique et c'est terminé. Parce qu'elles ne sont pas en règle avec les TVA, avec la douane, avec les mentions légales. Il y a plein de sites où il n'y a même pas de mention légale par-dessus, où il y a des fausses identités qui sont créées, où il y a un mensonge complet qui est fait par rapport aux produits, etc. Il y a des gens qui lancent des boutiques en dropshipping et qui ne commandent même pas leurs produits pour vérifier la qualité du produit, alors que c'est la base. Il faut absolument le faire. Il faut vérifier si le fournisseur est bon et il faut vérifier si, bien entendu, le produit est bon et il apporte une satisfaction. Et de ce fait, eh bien, il y a des personnes qui vont faire soit du mal intentionnellement au sujet du dropshipping parce qu'au final, ils ferment la boutique et c'est terminé, ils ne livrent pas les clients. Il y a des personnes qui vont faire du mal pas intentionnellement, qui partent d'un principe de se dire je vais ouvrir ma boutique, je vais me lancer, ça va être super sympa, etc. Et au final, elles ne commandent pas leurs produits et elles ne voient jamais en fait le produit arriver chez le client. Et elles ne savent pas à quoi ça ressemble et au final ça génère de l'insatisfaction et cumulé, il y a des gens qui parlent peut-être pas et au moment, la bulle se met à exploser et c'est terminé. Et s'il y a un engouement à ce niveau-là, au niveau du dropshipping dernièrement, c'est parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui entrent en jeu, il y a beaucoup d'acteurs qui grossissent en même temps sur le dropshipping. On entend parler bien entendu des personnes qui se lancent dans le dropshipping, des formateurs aussi, etc. Mais derrière, il y a Shopify, il y a toutes les applications, toutes les sociétés qui développent des applications, il y a toutes les sociétés type acquisition de trafic, Facebook, etc. qui viennent aussi se greffer dessus, qui trouvent ça intéressant. Mais en même temps, on booste l'économie des producteurs, des fournisseurs, on booste les sociétés de transport. Bref, c'est tout un écosystème qui fait que ça grossit. Et tout le monde tape sur le dropshipping moderne à cause d'Internet parce qu'on entend parler de ci, de ça et de ce que j'ai dit. Mais il faut savoir que le dropshipping, ça existe depuis énormément de temps. Une personne qui est indépendante ou par exemple qui fait du MLM, etc., elle n'a pas de stock forcément chez elle. Elle va voir des personnes, elle a une liste de produits, elle fait un bon de commande, les gens commandent, le fournisseur expédie le produit directement. Quand par exemple, moi j'étais petit, très très simple comme exemple, à l'école maternelle, il y avait des spectacles avec des marionnettes. Les gens venaient faire ce spectacle et à la fin, ils vendaient le livre en relation avec ce spectacle au travers d'un bon de commande. Ils n'avaient pas le livre, ils allaient le commander directement chez le fournisseur, enfin l'éditeur plutôt, et après on le recevait une semaine, 2 semaines après et on répartissait les livres parmi les enfants. C'était aussi du dropshipping et du coup à travers l'internet, au travers des problèmes qu'il y a sur les personnes qui se comportent mal, voilà, on tape dessus. Et c'est à juste titre, mais il faut faire la part des choses. Il y a des gens qui font du super taf. Et le dropshipping, c'est pas que sur Internet. Ça peut être du bon de commande, ça peut être du MLM, ça peut être des indépendants, etc. Quoi qu'on en dise, c'est juste une méthodologie qui appartient au e-commerce. Ok. Est-ce que tu penses pas finalement que le dropshipping il s'est fait taper dessus parce qu'il y a certaines personnes qui ont montré que c'était trop simple, trop facile, qu'on pouvait se lancer et finalement avec 2 euros et une connexion Internet? Ouais, alors comme dit, il y a du vrai et il y a du faux. Je comprends qu'on dise on peut se lancer facilement dans ce genre de business parce que
Moi, je viens d'abord du monde du développement d'applications mobiles, notamment pour les cours de guitare que je fais avec My Music Teacher. Et je vous garantis que entre monter une société avec des associés, des investisseurs dedans, des employés, une structure, une salle, etc., du matériel, de la levée de fonds, des prêts bancaires, où vous devez développer une application où pendant 1 an ou 2 ans, vous brûlez énormément d'argent et vous n'avez pas de rentrée et après vous espérez avoir une rentrée, c'est beaucoup plus compliqué que de se lancer dans un business où on peut se dire ok voilà, je vais mettre 1000 euros de mes économies sur la table et je vais essayer de lancer quelque chose. C'est pour ça qu'on dit que c'est un business qui est simple et souvent on dit que c'est le business le plus simple, le dropshipping. Je ne suis pas spécialement d'accord avec parce qu'on peut faire de l'affiliation qui est beaucoup plus simple. Oui. Parce qu'il n'y a pas la pression des stocks, il n'y a pas la pression de la qualité, il n'y a pas de SAV de votre part en général. On peut faire du coaching à travers Skype, on peut faire des cours, peu importe, de l'infoprenariat aussi, exactement. On peut monter une chaîne YouTube, peu importe. C'est beaucoup plus moins stressant, je veux dire, que du dropshipping. Mais effectivement, le dropshipping, comme on l'a dit, on met 1000 euros sur la table et on se dit on y va et c'est possible parce qu'il n'y a pas ce problème de stock, parce qu'il y a énormément de savoir sur Internet, il y a énormément d'opportunités, comme il y a énormément aussi de marchés qui sont saturés. Donc moi, quand j'entends par exemple dire bah tiens, moi je vais me lancer dans le dropshipping, je vais me lancer sur la niche des bébés ou la niche des... Non, stop, pas ça. Vous pouvez potentiellement vous lancer, vous pouvez faire peut-être quelque chose de super bien, mais si vous commencez à vous lancer là-dessus, bah voilà, il y a, on va dire, c'est un domaine où au final tout le monde s'est lancé dessus, où il y a beaucoup de monde dessus. C'est les premières idées et ces premières idées, pour moi, elles sont pas bonnes. Il faut aller dans la niche, voilà, au-delà, essayer de creuser justement la question au plus loin, trouver les problèmes, surtout trouver les problèmes à résoudre et c'est parti quoi. Ouais, et en plus c'est un business qui est plutôt scalable et ça c'est plutôt agréable. Quand tu as une machine qui tourne bien, tu peux augmenter ton budget et faire potentiellement plus de ventes. C'est ça. Et par contre, une chose aussi où on entend souvent parler de ça sur YouTube, etc. Alors loin de moi l'envie de taper sur des gens, etc. Je suis hors de tout ça et j'aime pas du tout ça. C'est que quand on pense qu'un business fonctionne, il va toujours fonctionner au moment où on va le scaler, etc. Alors que non, en réalité, vous avez fait une première partie du travail quand vous avez réalisé vos premières ventes, vous avez fait une deuxième partie du travail quand vous commencez à tirer des bénéfices, et la troisième, quatrième, cinquième, sixième partie et toutes les autres parties qui suivent, bah, elles vont être aussi difficiles d'une certaine manière. Mais c'est ça le challenge d'un entrepreneur. Et de toute façon, quand vous êtes entrepreneur, votre morale, il fait des hauts, des bas, des hauts, des bas, constamment. Et tout le truc, c'est de réussir aussi personnellement à se motiver et à tenir le coup. Et on voit beaucoup de gens qui se lancent dans le dropshipping, mais je vous assure qu'au bout d'un moment, passer 2 mois, 3 mois, il y a beaucoup moins de gens qui persistent sur des sujets, sur des boutiques, etc. Et c'est les gens qui persévèrent, c'est les gens qui ont compris qu'il y a une méthodologie à mettre en place où on peut avoir le potentiel de réussir. Et la grande différence, c'est au moment où vous faites votre première preuve, où vous avez vos premiers achats qui sont faits sur votre boutique. Ça déclenche un processus qui va déclencher d'autres processus et ainsi de suite. Donc le plus difficile en réalité, c'est de réussir à déclencher ce processus en vous pour y croire, même si vous voyez des centaines de résultats différents, des petits, des grands, peu importe, au travers des groupes Facebook ou YouTube, etc. Ouais, c'est clairement ça, c'est les premiers 1000 euros souvent qui font la différence. En tout cas, ça l'a été pour Maxime, pour moi. Ouais, bien et sûr. À partir du moment où on voit qu'on commence à gagner de l'argent, que ce soit en dropshipping ou en affiliation, bah, il y a un petit élément déclencheur qui se passe dans notre cerveau et on se dit waouh, c'est possible de faire plus. Et on commence à y prendre beaucoup plus de plaisir finalement quand on voit qu'on peut gagner de l'argent. Donc ça, c'est pas mal. Est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui veulent se lancer en dropshipping? Comment faire du dropshipping propre et comment gagner de l'argent aujourd'hui en dropshipping? Bien sûr. Donc on a parlé juste avant un peu du côté légal, etc. Donc globalement, vous cassez pas la tête à essayer de sauver 1, 2, 3 euros, 100 euros, etc. en essayant de cacher quelque chose au fisc ou à la répression des fraudes, etc. Quoi qu'il se passe, toutes vos données sont traquables de A à Z. Que ce soit la brosse à dents que vous avez commandée à l'autre bout du monde, que ce soit le petit logiciel que vous avez acheté, que ce soit le petit prestataire que vous avez payé à l'autre bout du monde. Tout est traquable. Donc déclarez tout et dès le début. C'est-à-dire que quand vous allez lancer votre shop, vous devez avoir votre numéro de tiré. Vous devez être déclaré. Ce n'est pas dès votre première vente, c'est dès le moment où vous commencez à proposer des choses du type d'un contrat de vente que vous allez faire signer
un bon de commande, peu importe. Il faut que vous soyez clean là-dessus. On parle souvent de tolérance, d'accord. On va faire une petite tolérance de la part du droit et des instituts qui gèrent tout ça en se disant, d'accord, il a commencé à faire ses démarches, il a fait une première vente, on va pas l'envoyer en prison. Ok, mais admettons que vous n'êtes pas déclaré, que vous avez vendu, je sais pas un microphone, mais une multiprise. Tiens, voilà. Et la multiprise, elle n'est pas de bonne qualité, l'appartement prend feu. Je vous garantis que même si c'est votre première commande et que vous n'êtes pas déclaré, vous allez vraiment le regretter toute votre vie. Donc, soyez clean, TVA, frais de douane, création d'entreprise, etc. Gardez toutes vos factures. De grâce, quand vous fermez un shop, barrez-vous, ok, en ayant réglé tous vos problèmes, en ayant livré tous vos clients, en ayant remboursé tous ceux qui ne sont pas contents et surtout en ayant pris toutes les factures que vous avez réalisées. Tous les détails et vous stockez ça absolument sur un drive. C'est hyper important, ne loupez pas une facture, même si on dit que ok, certaines factures d'AliExpress ne sont pas valables et ainsi de suite. Vous avez au moins des preuves, vous avez au moins des papiers et vous pouvez potentiellement les régulariser. Et si vous ne trouvez pas d'informations, c'est votre métier d'entrepreneur que de décrocher le téléphone et d'aller téléphoner à la douane, etc. Souvent on me demande, tiens, comment je dois faire ci, ça, etc. Est-ce que tu aurais des infos ? Chaque cas est très très spécifique, notamment dans toute la partie légale, etc. Et il y a des autorités qui sont faites pour ça, il y a des CCI qui vont vous aider pour créer, il y a des structures qui sont gratuites. On a une chance de dingue en France à ce niveau-là, même s'il y a énormément de paperasse, je suis totalement d'accord avec ça. Mais je veux dire, il y a des structures et en tant qu'entrepreneur, vous devez aller de l'avant et vous ne devez pas attendre que les problèmes s'accumulent. Si ça s'accumule, ce sera une épée de Damoclès au-dessus de votre tête et ça tuera votre productivité, vraiment, ça c'est important. Il y a quelque chose qui est très important, c'est que souvent les gens se disent je vais me lancer, puis ensuite ils voient toutes les démarches qu'il y a à faire et se disent waouh c'est compliqué, je vais perdre telle aide, je vais perdre telle aide. Alors qu'en fait c'est pas si compliqué que ça. Je pense que toi tu es peut-être déjà passé par là en se disant waouh comment on ouvre une société voilà, on se pose des questions, nous c'était pareil. Alors qu'en fait il suffit simplement d'aller à la CCI ou d'aller sur le site de l'auto-entrepreneur. Et en un quart d'heure, vous pouvez avoir un statut. Dans la semaine qui suit, vous pouvez avoir un SIRET. Les impôts, tout ça, effectivement, il y a beaucoup de choses à gérer. Mais c'est pas si compliqué finalement. Si on prend le temps, si on se fait conseiller par les bonnes personnes, c'est juste quelque chose qu'il faudra garder à côté, toujours y penser, à gérer. Mais c'est pas une gestion de dingue et c'est pas ça normalement qui doit tuer votre productivité et votre vie d'entrepreneur. Aucun entrepreneur à succès ne s'est fait freiner par la création d'un statut d'auto-entreprise. Sinon, personne ne ferait jamais rien. Donc l'auto-entreprise dans un premier temps, puis ensuite casser les plafonds, créer soit une SAS ou une SARL en fonction finalement de vos besoins. Mais ne vous laissez pas freiner par ça. Au contraire, c'est une chance finalement que d'être confronté au problème de je vais créer une entreprise, comment est-ce que je dois faire ? Ça fait partie de votre évolution et prenez-le plutôt avec le sourire que en mode ça va me freiner, je vais rien pouvoir faire. Ouais, clairement. Et je rebondis là-dessus avant d'enchaîner sur les autres conseils sur le dropshipping. Mais on parle souvent des SAS, des SARL, etc. Il y a d'autres statuts qui existent, comme les SCOP et ainsi de suite. Bref, le mieux à faire, c'est de prendre un rendez-vous. Généralement, les rendez-vous de conseil sont gratuits. Et de toute façon, si vous créez une société, vous devez prendre un rendez-vous avec un comptable, expert comptable. Et vous aurez une première approche avec lui et peut-être que ce sera votre futur comptable ou expert comptable. Exactement. Et vous créez un lien humain et au final, vous aurez les réponses à vos questions. Et vous aurez trouvé directement la personne qu'il vous faut pour votre business et qui comprend votre business, quoi. Tout à fait. Et ce qui était marrant, c'est qu'il y a plusieurs années, j'avais demandé à Franck, toi, quel est ton statut de société pour essayer de voir ce que je pouvais faire. Et finalement, ma comptable m'a conseillé autre chose parce que nous, on était deux, on avait une situation géographique différente, on vendait des choses différentes. Ce qui fait que Franck, avec son expérience, il peut me conseiller ou il peut vous conseiller. Mais au final, chaque cas est vraiment spécifique et il faut vraiment que vous vous renseigniez pour vous, qu'est-ce qui est le meilleur pour vous. Donc, il ne faut pas prendre peur et juste, comme a dit Franck, prendre rendez-vous chez son comptable. Et ça ne coûte pas si cher que ça et c'est pas si terrible. Et même, vous allez apprendre pas mal de choses. Ouais, ça fait partie du métier d'entrepreneur au final. Voilà, chacun a des visions différentes et comme tu l'as dit, là par rapport à la création d'entreprise, j'ai une vision différente, ton responsable juridique ou comptable a une vision différente. Dans le dropshipping, vous entendrez 10 000 versions possibles sur le dropshipping. Est-ce que c'est mort? Est-ce que c'est vivant? Est-ce qu'il faut faire du Facebook, du SEO, etc. Il y a plein de façons d'y arriver, mais vraiment plein de façons d'y arriver. Le mieux que vous ayez à faire, c'est d'arrêter de vous dire « Ah, j'ai entendu dire que ça c'est la meilleure façon de réaliser ou ça c'est la meilleure façon de faire, etc. » Non, c'est d'étudier votre marché, de trouver un problème à résoudre. Quoi qu'il se passe, problème, solution, donc il y a un marché, vous le proposez. Mais surtout,
c'est que à ce niveau-là, chaque marché va être différent, chaque stratégie marketing va être différente. Même s'il y a des choses qui sont habituelles, du type de faire une belle page de vente, de faire un site sécuritaire, d'avoir du social proof, etc. Désolé pour l'accent. Eh bien, il y a des choses qui vont différer. Il y a tel et tel marché qui vont répondre un peu plus à du référencement naturel, à de la vente peut-être par bon de commande, ok, de la vente directement sur la publicité Facebook, de la publicité Google AdWords. Tout est à tester à chaque fois. Quand vous vous lancez dans un endroit, c'est comme si vous découvrez une nouvelle planète et que vous devez découvrir tout l'écosystème. Vous renseignez au maximum sur la documentation qu'il y a pour savoir où vous atterrissez. Vous avez un bagage, un background qui vous permet d'approcher certaines choses, mais au final, il faut tout tester pour savoir si ça fonctionne. Donc en réalité, se poser les questions du type est-ce que c'est mieux que je me lance sur la publicité Facebook ou Google AdWords sur ce genre de shop? Il y a des gens qui vont pouvoir vous dire parce qu'ils ont eu de l'expérience un tout petit peu dans ce domaine, c'est peut-être mieux de faire ça, moi j'ai fait ça. Mais la meilleure chose à faire, c'est ok, je vais l'écouter, je vais voir ce qu'ils ont fait, je vais essayer de copier, je vais essayer de réadapter, mais je garde toujours en tête que je dois tester les autres solutions, etc. Il y a des business où ça fonctionne par phase et certains types de publicité fonctionnent mieux pendant un moment et certains types de publicité ou de canaux d'acquisition fonctionnent mieux pour un autre moment, tout simplement. C'est pour ça que vous voyez de toute façon plein de sociétés qui sont en multicanal, qui font de la TV, qui font du Facebook, qui font du référencement naturel, etc. C'est important d'avoir un mélange et c'est surtout important d'avoir un discours marketing et une stratégie marketing qui est cohérente par rapport justement à sa cible. Donc deuxième conseil, c'est vraiment d'être cohérent de A à Z, que ce soit de trouver un problème en amont, que ce soit d'avoir une stratégie marketing qui est cohérente et surtout vraiment de tester, je veux dire, un maximum. On a testé énormément de choses, on a cramé énormément d'argent, il faut s'adapter, nous c'est ce qu'on enseigne, les formateurs, au travers des formations tout simplement. Après, à vous ensuite de l'adapter, c'est super important. Moi j'avais une autre question. Ouais, bien sûr. Tu as parlé de la multiprise et ça m'a un peu interpellé. Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils pour quoi vendre et surtout les produits qu'il faut éviter lorsqu'on se lance? Ouais, alors personnellement, je fais hyper attention à deux choses. C'est d'où vient le produit et ce qu'il y a dedans. Généralement, si j'ai une huile essentielle que je veux vendre, je ne vends pas d'huile essentielle, je vais l'acheter en Europe avec les normes européennes, point barre. J'irai jamais prendre le risque de l'acheter directement en Chine. À part si vraiment je suis sûr et certain du fournisseur et que c'est même d'une certaine façon moi qui ai réalisé l'huile essentielle avec un expert, etc. Mais sinon, je ne ferai jamais ça. Donc, tout ce qui peut causer des dommages à une personne, tout ce qui a de l'électronique, tout simplement parce que ça peut prendre feu. Mais ça, c'est juste un risque. Il y a beaucoup de choses made in China qui sont d'excellente qualité. On a tendance à dire, oh, made in China, c'est Adobe, etc. Je suis désolé, la moitié du matériel que j'achète en audio est made in China, made in Vietnam, etc. Et c'est du matériel de marque de grande qualité où il y a eu vraiment un travail dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez des produits type électronique, voilà, il y a un risque. C'est possible qu'il y ait un risque, mais surtout, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a un SAV à faire derrière. Une personne qui achète un ordinateur, par exemple la Fnac, et qui n'arrive pas à faire fonctionner son ordinateur, va voir la Fnac pour demander de réparer son ordinateur ou de le remplacer. Vous vendez un système par exemple de caméra chez AliExpress, un truc qui se fait très très souvent, ou qui a tourné. Moi je ne l'ai pas fait parce que c'est de l'électronique trop complexe. Une caméra ne fonctionne pas, c'est qui va avoir le SAV? C'est vous. Donc vous perdez du temps et vous vous énervez. Donc vous perdez du temps sur votre business et vous perdez de la performance. C'est important de rester heureux pendant son business et de se dire chaque matin, je suis content de me lancer. Bien sûr qu'il y a des périodes de bas, on se dit, punaise, ces clients ils comprennent rien, je vais tous les tuer, etc. C'est normal de penser ça, mais ça doit toujours rester en dessous de j'adore mon business, j'adore ce que je fais de la qualité, c'est intéressant. Donc voilà, pas d'électronique, pas de produits essentiels, etc. Si vous le pouvez, fournissez-vous le plus possible avec des sociétés qui sont en Europe. Comme ça, vous ne cassez pas la tête avec la TVA, vous ne cassez pas la tête avec les frais d'importation. Si vous vendez en Europe, moi j'aime bien travailler sur le marché européen. D'ailleurs, il y a peu de gens qui travaillent sur le marché allemand. Mais si vous parlez allemand, allez-y, quoi. C'est un marché plus gros que le marché français, pas le marché francophone, le marché français, ok, qui a un meilleur pouvoir d'achat, légèrement au-dessus de nous, où il y a
pas énormément de personnes qui se battent dessus. Donc si vous savez parler allemand et vous lancez là-dedans, c'est super. Donc explorez, troisièmement, du coup, les marchés qui peuvent être intéressants. Pense toujours à l'anglais, mais voilà, l'allemand c'est top. Il y a quelque chose à faire. Il y a plein de choses à faire comme ça. Quatrièmement, si vous lancez aussi, voilà, vérifiez toujours la qualité de vos produits. Approchez des agents si possible. En Chine, vous tapez agent dropshipping, AliExpress ou agent dropshipping sur Google et vous trouverez plein de choses, plein de listes à ce niveau. Et si vous voulez des fournisseurs européens ou français, vous pouvez taper fournisseur dropshipping européen ou France, vous trouverez quasiment rien. C'est absolument normal. Ce qu'il faut faire, c'est avoir le culot de prendre son téléphone, excusez-moi, d'aller sur des sites où vous trouvez des produits qui vous intéressent, créés par exemple par des startups, créés par des sociétés, leur téléphoner, leur dire oui, bonjour, j'ai vu votre projet, moi j'aimerais bien le commercialiser. Est-ce que vous faites par exemple du dropshipping, on s'envoie des données en CSV, etc. Et c'est réglé, vous faites votre truc. C'est plus manuel, mais au moins vous avez le culot de l'avoir fait, vous avez vos produits, vous avez vos marges et vous avez un fournisseur qui peut vous expédier et qui peut gérer aussi une partie du service après-vente et tout ça, quoi. Bon, bah, merci pour toutes ces infos. Moi j'avais une dernière question. Bien sûr. Au niveau des processeurs de paiement. Alors on entend pas mal que PayPal est à bannir en dropshipping ou pas. Toi, quelle est ta vision de la chose? Est-ce qu'ils t'ont déjà embêté ou alors pas de problème? Alors, sur PayPal, je l'utilise depuis les débuts de My Music Teacher. Alors, quand je parle des débuts de My Music Teacher, c'est à la création en 2014. Il faut savoir que j'avais déjà commencé à travailler là-dessus auparavant, 2 ans auparavant. Jamais eu de soucis avec PayPal. J'ai pas eu de compte bloqué. J'ai eu des litiges PayPal. Ça arrive, ok. Il y a des personnes qui vous feront croire que les commandes ne sont pas arrivées. Et contrairement à Stripe, PayPal, bien souvent, est favorable aux marchands. Ça, c'est vrai. Et de temps à autre, moi, ce qui m'est arrivé aussi, c'est qu'ils ont remboursé l'acheteur, mais moi, ils m'ont dédommagé aussi par la même occasion. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment super. Et Stripe, j'ai perdu tous mes litiges, Moi vraiment, aussi. alors que j'avais toutes mes preuves. Mais Pour autant, ouais. il faut utiliser Stripe. Donc moi, j'ai toujours utilisé PayPal, Stripe, j'ai aussi utilisé Apple Pay et Google Pay, parce que à cause Pas des mal. sujets des applications. Bon, ils prennent 30% sur chaque transaction, hein, c'est Ouais. quand même violent. Mais c'est obligatoire dans certains types de business que j'ai. Donc, prenez PayPal, prenez Stripe. Et si PayPal, à un moment, vous tape sur les doigts, c'est que vous avez déconné quelque part ou que vous n'avez pas eu de chance. Des fois, il y a quand même ce petit côté où voilà, vous avez un mec chiant, vous n'avez rien fait de mal, tout se passe bien, et là, il a monté un truc contre vous, vous n'avez rien demandé à la vie, et vous l'avez dans les dents. Mais ça reste un cas quand même assez rare. Donc PayPal, c'est passé à côté de l'argent des personnes qui veulent payer uniquement par PayPal, et ça, vraiment, ça serait bête de passer à côté. Vous aurez des problèmes que si vraiment on vous embête avec des clients qui ne sont pas livrés et ce genre de choses, et si vous faites pas de mention légale, un site vraiment qui semble à de l'arnaque, etc. Faites quelque chose de pro et vos clients le rendront de toute façon et vous n'aurez pas de soucis avec Stripe et PayPal. Et s'il y a des soucis, il y a quand même un moyen de discuter avec PayPal pour débloquer quand même la situation. Nous, ils nous ont fermé 4 ou 5 comptes PayPal et Oh, bloqué l'argent putain, 180 jours. 4 Mais- ou 5. Ouais, mais parce que trop de rentrées d'argent trop rapidement Ah oui. et ils n'ont pas compris ce qu'on vendait. Bon, on n'a pas eu de chance sur ce coup-là, mais on est en négociation et d'ici quelques mois, on va pouvoir rouvrir un compte PayPal malgré qu'ils nous l'aient fermé. Donc effectivement, il y a une petite marge de manœuvre et ils ont vu que voilà, on était très réglo. Mais le pas de chance peut vous faire mal pendant 4-5 mois sans PayPal. Nous, on est uniquement avec Stripe pendant un moment. Et virement et chèque. Donc ayez échec, ouais. Ok. Donc ayez quand même 2 processeurs de paiement et toujours avoir une roue de secours s'il y a un problème. Ayez pourquoi pas un autre compte PayPal qui n'est pas forcément relié au vôtre. Nous, c'est ce qui nous a sauvés pendant quelques temps. Donc vraiment, ne misez pas sur une seule solution de paiement, ne misez pas sur un seul canal d'acquisition, ne misez pas sur un seul produit winner parce que le jour où il y a une de ces 3 choses qui tombe, votre business il est foutu du jour au lendemain. Donc à chaque fois, prévoyez des routes de secours pour être bien dans votre business, que ce soit en dropshipping, en affiliation ou peu importe votre business. C'est vrai que dans l'ensemble, tous les conseils qu'on a donnés à travers cette vidéo, vous pouvez l'appliquer voilà, à tous les business que vous avez. Et vous allez peut-être voir d'autres vidéos, d'autres choses, il y aura des discours différents, c'est normal parce qu'on a tous des expériences différentes. Et juste pour revenir sur le sujet du dropshipping où les gens disent que c'est peut-être en déclin et ainsi de suite, regardez les stats du e-commerce, ça monte à fond.
d'un point de vue écologique, etc. et optimisation par la suite des coûts de production des fournisseurs et ainsi de suite, ça peut être logique que le marché parte vraiment sur du dropshipping parce que sinon les personnes s'engagent sur des stocks à vendre, etc. Elles ont des risques financiers et ça favorise peut-être potentiellement l'économie à vérifier. Et avec l'arrivée justement des imprimantes 3D, on peut imprimer en plastique, ok, on sait tous, on peut imprimer en bois, on peut imprimer en métal, etc. On peut faire vraiment des choses super intéressantes du type un jeu de société que vous imprimez, bam, directement et c'est envoyé. C'est super intéressant. Pareil sur le print and demand, c'est hyper méga intéressant. Et une dernière chose, souvent voilà, on parle de fournisseurs chinois, on parle de ça. La Chine fait des fois des super produits, vraiment des choses nickel. Et rien ne vous empêche, vous, d'aller voir des artisans, des producteurs locaux, des groupes de musique qui ont besoin par exemple de goodies, etc., de leur monter leur site, de faire des produits, des t-shirts, des bracelets, etc., des vinyles en print and demand. Donc c'est du dropshipping et ça, voilà, c'est du dropshipping totalement clean. Vous avez fournisseurs potentiellement européens, vous êtes normalement dans la légalité si vous êtes conformé à tout ça et vous avez de la qualité. Vous faites du dropshipping d'un artisan ou d'un producteur local, je suis désolé, c'est du dropshipping qui est vraiment propre et pur. On a très peu vu finalement le conseil sur YouTube de prendre des produits locaux et pourquoi pas faire de la pub Facebook locale dans un rayon parce que potentiellement du miel tout le monde est intéressé et tu peux vendre ton miel dans un rayon de 50 km donc c'est intéressant. Ouais. C'est quelque chose. Désolé, je te coupe encore dessus. Le local, c'est spécifique. C'est pour ça que vous voyez plein de choses, des coopératives qui se lancent, des choses où on favorise des fois avec une monnaie locale, etc. C'est un monde un peu à part, mais c'est intéressant de l'explorer. Il y a des gens qui sont lancés dedans, ils se sont cassés les dents, ils n'ont pas réussi. Ça ne veut pas dire pour autant que, avec vos compétences et votre méthodologie, vous n'allez pas réussir là-dedans. Et s'il y a de la concurrence quelque part, c'est-à-dire qu'il y a un marché. Donc s'il y a un marché, c'est que vous pouvez aussi faire votre place. Ok, merci beaucoup Franck. Est-ce que tu pourrais donner tes réseaux sociaux pour que les gens de Come French Touch puissent te retrouver? Bien sûr. Alors vous allez avoir la chaîne YouTube Business Dynamite. Donc vous cherchez Business Dynamite sur YouTube, en attaché ou en séparé, vous trouverez ça. Vous avez aussi le blog Business Dynamite où je mets énormément de contenu. Vous pouvez vous renseigner notamment sur les démarches pour les douanes, les TVA, ce genre de choses, mes applications favorites et ainsi de suite, ou même mes avis sur, par exemple, sur le dropshipping, le e-commerce, l'infoprenariat et ainsi de suite. J'essaie de faire tout ça sans langue de bois en essayant vraiment de peser à chaque fois le pour et le contre. En tout cas, moi, c'est mon but d'avoir un avis qui est assez transparent sur l'ensemble des choses qui se passent dans l'entrepreneuriat. Et vous pouvez retrouver la page Facebook aussi, Business Dynamite, où je devrais quand même m'activer un tout petit peu plus dessus. Mais quoi qu'il en soit, le blog et la chaîne YouTube, et vous êtes clairement un jour. Merci beaucoup Franck et à bientôt sur notre chaîne. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao. Ciao.